1933, un petit moustachu prend le pouvoir en Allemagne en criant partout qu'on a volé la victoire allemande en 1918. Sauf que c'est du pur mytho. Printemps 1918, l'Empire allemand tente sa dernière offensive de la guerre. Celle-là qui, selon les nazis, aurait dû donner la victoire si on ne les avait pas trahis. Sauf que l'Empire contre-attaque va partir en cacahuète, sinon tu serais pas sur Vox Chronica. Allez, on reprend ça depuis le début. Nous sommes en mars 1918. L'Empire allemand est venu enfin à bout du géant russe. Pour la dernière fois de l'histoire, sauf que ça sera une autre vidéo. Côté allié, c'est de salles de ambiance. La Russie se retire des festivités à partir de décembre 1917, libérant ainsi 44 divisions allemandes qu'ils vont pouvoir envoyer joyeusement en France pour la saison des champignons. Et la bonne nouvelle pour les alliés, c'est que les Américains sont entrés en guerre depuis avril 1917. La mauvaise, c'est que niveau efficacité, faut pas être non plus aux pièces. Car si les Américains sont en guerre depuis un an, début 1918, ils sont toujours en train de chercher l'Europe sur une carte. Ludendorff sait alors qu'il va devoir tenter un dernier gros coup, avant juin 1918. L'idée, tout simplement finir la guerre avant que l'oncle Sam ne débarque en France. Alors, tandis que le front de l'Est libère 44 divisions, les Allemands vont transférer tout ce bon monde en France durant l'hiver 1917-1918 et mettre sur pied l'opération Michael. Le but, percer les lignes britanniques, les isoler des Français et prendre les ports de la Manche. Et ils ont l'espoir secret de forcer tout ce beau monde à négocier. C'est un poil optimiste, mais ça se tente. Et si jamais sur Vox Chronica on appuie toujours assez joyeusement sur les boulettes des uns et des autres, force est de constater que cette fois-ci les Alliés savaient que ça allait partir en quenouille. Des prisonniers capturés annoncent une grosse offensive qui va arriver très vite. Et contrairement à Verdun où ils avaient été avertis et qu'ils n'en ont eu strictement rien à secouer, cette fois-ci ils comprennent le message, mais pas de bol, c'est un peu trop tard. Ainsi, par un beau matin du 21 mars 1918 à 4h40, l'attaque est lancée sur les lignes britanniques. Un bombardement bref, mais très violent. Les Sturmtruppen débordent totalement les Anglais. Résultat des courses, une percée de 65 km en plusieurs jours. Première boulette de Ludendorff, il a un boulevard ouvert vers le sud, mais il va préférer s'acharner comme une andouille sur les saillants britanniques et y mettre un temps fou au lieu de foncer directement vers les ports. D'un autre côté, on refuse d'engager les réserves. Les Anglais devront se débrouiller tout seuls. Et sur l'histoire des réserves, c'est deux salles de ambiance. Certains vont dire que Foch refuse. Et en fait, le 21 mars, il n'a pas le pouvoir de le faire. Quand il l'a enfin le 26, il les débloque. Coup de bol, il faudra aussi pas moins d'une semaine à Ludendorff pour avoir une illumination céleste et enfin tourner les talons vers le sud, avant de se faire arrêter à Montdidier le 5 avril. Une fois de plus, il n'a pas été une lumière et tout au long de cette offensive, il ne le sera jamais. Les pertes sont insoutenables, la logistique patauge dans la semoule et les Alliés ont plutôt bien encaissé après le choc initial. Le 9 avril, c'est l'opération Georgette qui commence, une diversion planifiée pour aider Michael. La bataille, appelée 4e bataille d'Ypres, est en fait un coup double. Détourner les alliés du secteur de Michael et prendre les ports belges. Le plan est relativement simple, écraser la première armée anglaise et foncer vers la mer. La foudre tombe sur le tout jeune corps expéditionnaire portugais qui est pulvérisé sur place. Les Allemands bombardent, gazent et avancent sur 15 km et finalement, Ludendorff décidément c'est pas la pomme la plus mûre de l'arbre. Il va foncer dans tous les sens, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il va se perdre dans de multiples attaques et finalement venir à bout de ses propres réserves. C'est brouillon, sans compter que la région bombardée depuis 4 ans est un gigantesque bourbier que les Alliés vont inonder. Les Prussiens ont des moyens limités en hommes et en munitions. Georgette s'enlise le 29 avril, autant faute de moyens que par la résistance des Alliés. Après un mois de calme relatif, le 27 mai 1918 à 1h du matin, Tonton Lulu improvise une simple diversion sur le chemin des Dames pour détourner l'attention des Anglais. 4000 canons allemands crachent l'enfer sur le chemin des Dames. 3 heures de feu continuent, puis 17 divisions Sturmtruppen sortent des tranchées. Les lignes françaises explosent. En 6 heures, les Allemands percent 25 km et atteignent l'Aisne, du jamais vu depuis bien longtemps. En une semaine, ils atteignent Château-Thierry-sur-la-Marne. Paris est à 90 km. Les canons allemands résonnent jusque dans la capitale. Clémenceau ordonne l'évacuation des archives. Les Parisiens paniquent. La Troisième République a la valise à la main. Fin mai 1918, Paris entend le canon. Les bourgeois paniquent et font les valises. Le gouvernement remplit les cartons. Et Tonton Lulu croit qu'il a gagné la guerre. Spoiler, il a fait une erreur fatale. Une de plus. L'ivresse du succès est totale. 32 km de percée, 50 000 prisonniers français, des tonnes de matériel capturé, des soldats allemands qui boivent le champagne abandonné dans les caves. Mais Tonton Lulu abandonne son plan initial. Cette diversion, qui marche trop bien, devient soudain son objectif principal. Sauf que le B n'était pas du tout fait pour gagner la guerre. Attaquer Paris ne servait strictement à rien à ce moment-là. Basiquement, les Américains ne vont pas débarquer gare du Nord avec leurs petites valises, mais plutôt dans les ports que Ludendorff était censé capturer dès le départ.
L'opération Blücher-York étant bloquée, Ludendorff va se tourner vers l'opération Gneisenau. Et le but de Gneisenau est tout simplement de finir de capturer Compiègne sur la route de Paris. Et si tu as bien suivi, tu as compris que Ludendorff va s'acharner sur Paris alors que les vrais objectifs, les ports côtiers, eux, sont toujours aux mains des Alliés. Mais il y a un problème de taille. En juin 1918, les Sturmtruppen sont décimés. Ces troupes d'élite qui ont fait le succès de Michael et Blücher-York, mortes, blessées, épuisées. Ludendorff doit maintenant compter sur des divisions déjà affaiblies. Des gamins de 17 ans mal nourris et des réservistes de 40 ans au moral dans les chaussettes. Et quand tes commandos d'élite sont remplacés par des scouts faméliques et des papas déprimés, tu sens que ça commence vraiment à toucher le fond. Et le pire, tous ces saillants créés depuis mars sont impossibles à approvisionner correctement. Plus tu avances, plus tes lignes de communication s'étirent, plus tu deviens vulnérable. La logistique allemande patauge dans la semoule. Cette fois-ci, le karma est du côté allié, car autant pour Blücher-York qui n'avait rien vu venir et payé très cher l'addition, autant pour Gneisenau, ils savent tout simplement que quelque chose se prépare par des reconnaissances aériennes qui montrent un amassement de troupes. Et cerise sur le gâteau, pendant que Ludendorff prépare Gneisenau, les Marines américains livrent leur première vraie bataille majeure à Belleau Wood en juin 1918. Le diesel américain n'est plus en rodage, il est opérationnel. Timing parfait, pendant que les Allemands grillent leurs dernières réserves et leurs dernières forces, les Américains sortent enfin de leur pochette surprise. Ainsi, quand le 9 juin l'attaque est lancée, les Allemands avancent comme toujours à grands coups de Sturmtruppen, enfin, ce qu'il en reste, une avancée de 15 km, mais c'est tout. Mais forcément, quand tu fais un anniversaire surprise et que ton pote est au courant, ça va vite sentir le karma. Dès le 11 juin, l'offensive s'enlise. Plus de réserves allemandes, plus de troupes d'élite, lignes étirées et les Alliés tiennent bon. Pire encore, dès le 11 juin, les Alliés, principalement franco-américains, contre-attaquent dans le flanc droit de l'avancée allemande. C'est pas non plus la Blitzkrieg, mais ça a le mérite de prendre complètement les Allemands à revers et de faire 1000 prisonniers. Les Américains entrent en scène à Belleau Wood, on serait presque tenté de dire enfin, mais ils sont littéralement face à la pointe de l'avancée allemande à prendre la foudre. Le 13 juin, c'est fini. Gneisenau s'arrête net. Et là, tonton Lulu, complètement désespéré, lance un baroud d'honneur. L'opération Friedensturm, l'assaut de la paix. Lui au moins, il connaît le karma et il est abonné à Vox Chronica. 15 au 17 juillet 1918, dernière offensive allemande de la guerre. Résultat, échec complet en 3 jours. S'il fallait conclure quelque chose à partir de l'offensive de printemps, c'est que d'un côté, elle a été, malgré de grandes avancées sur le terrain, un foutoir complet. Dès le départ, il n'y avait pas vraiment d'objectif clair. Ludendorff changeait d'objectif à mesure que ses avancées se faisaient et que ses troupes disparaissaient. Ainsi, séparer les Anglais des Français était un objectif, certes, poussé à la mer, pourquoi pas, mais ça reste assez vague selon tonton Lulu lui-même. De même pour les opérations Michael, Georgette, Blücher-York et Gneisenau. Si on regarde bien sur une carte, c'est autant organisé qu'une assemblée générale d'étudiants. Ça part de tous les côtés sans grande cohérence. Résultat, 500 000 pertes allemandes pour des gains territoriaux qui ne mènent nulle part. Ajoutez à ça une économie allemande à bout de souffle, privée de tout, qui en mars 1918 est au bord du crash. Et l'offensive du printemps n'est pas un luxe stratégique, c'est presque un suicide calculé avant que tout ne s'effondre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 750 000 civils allemands morts de faim depuis le début du blocus britannique. La consommation moyenne d'un adulte est passée de 3000 calories par jour en 1913 à moins de 1000 calories en 1917. C'est une famine. Le mark a perdu la moitié de sa valeur, 100 marks de 1913 en valent 218 de 1918. L'économie allemande en mars 1918 était déjà à poil. Et c'était pas une population affamée qui allait maintenir le cap et augmenter la production. Des ouvriers qui tiennent à peine debout avec 1000 calories par jour, une monnaie qui s'effondre. Dès mars 1917, les grèves paralysent des centaines d'entreprises à Berlin, Leipzig, après un nouveau rationnement du pain. Les ouvriers d'usines peu nourris deviennent moins performants. Le blocus naval britannique a littéralement affamé la population et mis en difficulté les industries allemandes. Ainsi, la disette est la goutte d'eau qui fait déborder l'opinion publique, beaucoup plus que les syndicats, comme la mythologie nazie aimait à le rappeler. Ainsi, l'armée allemande attaque en supériorité numérique, mais à bout de force, à bout de moyens, à bout de ravitaillement et à bout de munitions. Et un arrière-pays en pleine famine, incapable de maintenir le rythme avec moins de nourriture dans le ventre. C'est ainsi qu'avec une offensive désorganisée, improvisée, avec des moyens très limités et un arrière-pays en pleine famine, que Ludendorff a fait perdre la guerre à l'Empire allemand. Incapable de maintenir ses maigres objectifs en se retournant invariablement sur Paris. Les Alliés, quant à eux, n'en resteront pas là et partiront à leur tour à l'attaque. L'Empire allemand n'y survivra pas. Le mythe de la guerre perdue injustement des nazis est totalement bidon. Dans les années 1930, un petit moustachu se fera élire sur une des premières fake news modernes des nationalistes allemands. Et le plus important, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?